Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. De retour de Niamey où il a pris part à la session du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet Pipeline les 27 et 28 mai dernier, le ministre des Mines Samou Seydou Adombi fait le point. Les étudiants de plusieurs universités dont ESAE en stage à la mairie de Cotonou ont préparé une séance d'échange hier mercredi avec le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou. Des précisions dans cette édition. Google va investir 2 milliards de dollars américains en Malaisie. L'annonce a été faite ce 30 juin 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue à tous. La salle de conférence de la municipalité de Cotonou a abrité hier mercredi 29 mai 2024 une séance d'échange entre le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Ange Paterna Moussouga, et les stagiaires de la dite mairie. L'objectif visé est de les accompagner dans l'obtention de leur diplôme et de mieux les outiller pour la vie professionnelle. À l'occasion, le SEA Moussouga a attiré l'attention des jeunes stagiaires sur certaines bonnes attitudes à adopter durant le déroulement du stage et dans la vie professionnelle, dont la ponctualité et l'exemplarité. Il leur a également prodigué quelques conseils à l'occasion. Il faut ajouter que des communications utiles à la rédaction des mémoires ont été aussi présentées par des cadres techniques de l'administration municipale de Cotonou. À l'issue et au terme de la séance, les stagiaires ont remercié les autorités municipales pour cette initiative. Il faut noter qu'ils étaient au nombre de 80 issus de différentes filières et de différentes universités dont l'ESAE. Je l'annonçais en titre, le ministre de l'économie de l'eau, le ministre de l'eau, des mines, Samou Seydou Adombi, a participé pendant 48 heures à compter du lundi dernier à la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline Bénin-Niger. Et c'est une réunion statutaire qui a réuni les 3 pays impliqués, le Bénin, la Chine et le Niger. De retour au bercail, le ministre des Mines, Samou Seydou Adombi, a fait le point des assises au micro de nos reporters. Je viens du Niger avec mon secrétaire général et le directeur des hydrocarbures du Bénin. Nous avons pris part donc à la session du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WAPCO. Le lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, donc, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc, ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux 2 pays. Et il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc, il a été dit à la partie nigérienne donc de soumettre le problème donc au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet donc il est relatif à la coordination des activités donc d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémin. Là c'est essentiellement le Bénin
et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors bien sûr de la coordination entre les deux douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les deux ministres concernés, donc à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémin. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son excellence M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour donc prendre ce message-là. Comme vous le savez, il avait dit lors de mon point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les deux parties. Et tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagnés également par la même personne. C'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté au WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sonnent à notre porte. À travers donc Goulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, comment on appelle, les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas. Les examens de fin d'année scolaire démarrent dans quelques jours et dès le lundi prochain avec le lancement des épreuves du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Mais en attendant, dans les établissements scolaires, c'est le moment des dernières révisions. Une équipe de AETV a fait le constat. Suivons ensemble. Nous sommes ici, à l'école primaire publique Arafat à Parakou. Dans cette classe du cours moyen deuxième année CM2, les élèves sont tous concentrés à réviser. Lundi prochain, ils seront face aux épreuves du certificat d'études primaires CEP. Pour la plupart, ils sont prêts à affronter cet examen. On est en révision parce que le lundi, c'est l'examen du CEP. J'apprends bien mes leçons, je m'apprête pour l'examen. Je n'ai pas peur, je suis déjà prête pour l'examen de CEP. Je suis prêt, je n'ai pas peur. Je suis sûr que je vais obtenir mon certificat d'études primaires. Je suis prête et je n'ai pas peur. Je suis sûre d'avoir mon CEP. À la direction départementale des enseignements maternels et primaires, tout est fin prêt. Les listes des candidats sont déjà prêtes. Ensuite, le matériel lourd est déjà envoyé ici. Et nous avions envoyé dans toutes les circonscriptions scolaires le matériel lourd. Donc,
quand nous parlons de matériel lourd, bon, les feuilles de composition, tout ce qui suit. Donc, nous avons envoyé tout ça là et tout est déjà partagé dans les centres d'examen. Donc tout est fait prêt pour que nos candidats puissent aller à l'examen du CPE session 2024. Rappelons que sur le territoire national, 256 968 candidats sont inscrits. Dans le Borgou, ils sont 25 995, dont 13 264 filles à s'être inscrits pour affronter cet examen qui sanctionne les études primaires au Bénin. La veille d'un examen est souvent un moment de stress pour la plupart des jeunes candidats. Mais comment gérer ce stress? Des conseils ont été prodigués à cet effet par des enseignants et responsables de l'enseignement primaire. On les écoute. Et à l'endroit de mes apprenants, je leur demande de rester sereins. Que tout ce qu'ils auront à voir ce jour-là, c'est déjà avec eux. Il ne reste que la concentration, de ne pas paniquer, de lire posément les épreuves et de commencer par les thèmes qui leur paraissent le plus facile et progressivement jusqu'à la fin. Et de relire leur copie pour corriger d'éventuelles fautes qui pourraient se glisser dans leur production. Je leur demande, nos enfants, qu'ils soient confiants en eux-mêmes, qu'ils sachent que ce que le maître leur a appris, ce que le directeur leur a appris, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui doit sortir. C'est ça qui doit sortir, qu'ils essaient de prendre le temps, se reposer et autres. Au niveau des parents de ces élèves-là, je voudrais que dès l'instant, que chaque parent puisse faire l'effort de contrôler la santé de son enfant. Ça, c'est important. La santé de l'enfant. Parce que, vous voyez, les jours d'examen, un enfant qui commence par vomir, et c'est la fièvre, c'est le palu et autres. Alors qu'en amont, les parents peuvent déjà régler cette affaire-là. Hein? Donc, ils essaient de voir qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants et toujours leur donner la confiance que ça doit marcher. À l'endroit des parents, c'est surtout garder les enfants dans de bonnes conditions, les rassurer pour qu'ils ne soient pas stressés ce jour-là, ne pas être en retard ce jour-là et aussi les aider à mieux réviser aussi à la maison. Les révisions ne s'arrêtent pas seulement à l'école. À la maison également, les enfants doivent réviser pour être mieux préparés pour ce jour-là. À l'endroit des parents, bien sûr, ce n'est pas le moment de faire pression sur les enfants. Les enfants ont déjà ce qu'il faut. Maintenant, il reste à les suivre et à contrôler leur alimentation. Les enfants ont besoin plus que jamais de leur affection. Le jour de l'examen, de les accompagner au centre et de leur prodiguer des conseils, de faire en sorte qu'ils ne soient pas en retard. Et à la veille, de contrôler le matériel qui doit leur servir le jour de l'examen, à savoir la carte d'identité, le vrai dessinateur, les bics, les crayons de couleur, le cahier de choix, tout ce qu'il faut pour que les enfants se sentent à l'aise lors de la composition. Le gouvernement béninois a instauré une nouvelle réglementation en matière d'urbanisme avec le décret numéro 2023-617 du 6 décembre 2023. Ce décret fixe les conditions relatives à l'obtention des permis de construire et de démolir en République du Bénin. Ces permis de construire constituent des attestations d'urbanisme permettant d'autoriser certaines opérations immobilières. Les autorisations sont accordées en conformité avec les prescriptions techniques ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'urbanisme. Il faut noter que ce décret porte respectivement les signatures du chef de l'État béninois Patrice Talon, José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie, Romuald Wadaï, ministre de l'Économie et des Finances, et de Raphaël Akoteyon, ministre de la Décentralisation. La journée nationale de l'arbre, célébrée chaque 1er juin au Bénin depuis 1985, a été instituée dans le but de soutenir la reconstitution du couvert forestier. À court, moyen et long terme, le reboisement individuel et collectif devrait contribuer à pérenniser la vie sur la planète Terre. Pour de nombreux médecins et scientifiques, les arbres ont toujours été intimement liés à l'évolution humaine.
humaine. Que savent les citoyens de cette journée? Ils en parlent ici au micro de Quentin Amoussou. Nous allons célébrer 40 ans de journée de l'arbre. Ça a commencé en 84. 2024, ça fait 40 ans. Oui, maintenant, faisons un bilan. 40 ans de journée d'arbres. Chaque 1er juillet, on plante des arbres. Mais pourquoi on plante des arbres? C'est pour lutter contre la déforestation et la destruction des couches d'ozone. Là où nous sommes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'instant T, nous sommes sous l'arbre. Tout le monde sait que l'arbre, c'est une bonne chose. Et que tout citoyen, comme l'a dit les environnementalistes, tout citoyen qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et surtout avec le climat qui est tout le temps maintenant, la chaleur par-ci, par-là, nous avons le devoir de planter les arbres partout. Sans l'arbre, vous et moi, on est en train de profiter de ce temps qui est là. Et ça nous procure de la fraîcheur, de l'air. On respire de l'air frais. Donc je vois que même avec tout ce qui se passe dans le monde où il y a des catastrophes par-ci par-là, des inondations par-ci par-là, il faudrait que dans notre pays, qu'on initie ces genre de choses, qu'on multiplie ces genre de choses. Mais je suis déjà conscient que des efforts se font à ce niveau-là. Donc il faudrait pérenniser, il faudrait continuer dans ce même sens pour que les choses évoluent normalement. Déjà, je remercie déjà le gouvernement pour ce qu'ils font. Puisque chaque gouvernement qui passe, il faut des efforts dans ce sens-là. L'homme ne peut pas vivre sans l'arbre. Il faut que chaque citoyen, chaque Béninois se rappelle ce jour-là et aller planter un arbre. Et il y a un président ou bien un gouvernement qui avait dit dans ce pays 10 millions d'arbres. Mais aujourd'hui, si nous sommes 15 millions, il faut qu'on plante 15 millions d'arbres et ça va nous faire du bien. Moi, je vois que cette journée de l'arbre, c'est une fête normalement. On doit chômer et chacun ira au champ, aller planter ce qu'il veut comme arbre. Les agents de la direction départementale du ministère de l'Industrie et du Commerce de l'Atakora Donga ont saisi une quantité importante de boissons alcoolisées en sachet dans les boutiques à Natitengu et à Bukombe. Les 27 et 28 mai dernier, les propriétaires ont été interpellés par la suite pour le processus. Il faut rappeler que le ministère de l'Industrie et du Commerce a interdit depuis le 13 mai dernier la production, l'importation et la distribution de ces produits alcoolisés en sachet. La deuxième édition du Festival international de restauration des âmes, arts et culture FIRA va se tenir le samedi 8 juin prochain et c'est un rendez-vous de chant mais également d'opportunités pour les porteurs de projets qui peuvent décrocher des financements. Et Sabas Louko, promoteur du FIRA, dévoile le contenu de cette deuxième édition au micro de Anaël Dou. FIRA, c'est une association. Et la définition veut dire Festival international de la restauration des âmes. C'est une plateforme. Ce n'est pas comme les autres festivals. C'est une plateforme d'affaires, culture et beaucoup d'autres choses. Il y a déjà les artistes, Nel Oliver, qui sera distingué. Il y aura Papa Rasfo, c'est un artiste béninois de la diaspora. Il y aura Tchemat, il y aura Myriam, il y aura plusieurs d'autres artistes qui seront là pour égayer le public. Parce que tout ce qu'ils ont fait pendant des années, il est temps que FIRA essaie de les distinguer. Donc ils seront là pour recevoir les trophées de distinction. Il y aura les ambassadeurs de la paix, il y aura les hommes de Dieu qui seront aussi de la partie, qui œuvrent beaucoup pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Donc c'est un événement de grand public. Et il y aura FIFA la Lune, la petite chantre du Bénin. Et au même moment, il y aura les chantres en Hébre que nous voulons révéler ce même jour-là.
Il y aura les autorités qui seront là, qui ont fait beaucoup pour notre pays. Nous pensons aussi à eux pour les distinguer. Le programme est déjà établi. Comment le concert va se dérouler, parce qu'il y aura le live et le playback. Donc il y aura un temps bien défini pour recevoir ces projets. Parce que les jeunes vont se déplacer avec leurs projets, écrits en 3 exemplaires, et ils vont déposer sur le podium au moment opportun, et le chargé de projet va les sélectionner. Les partenaires financiers nationaux comme internationaux, ils seront aussi de la partie, et ensemble on va dépouiller les projets et ils vont sélectionner. Je demande à la population de Calavier et ses environs de se déplacer massivement, pour être au rendez-vous le samedi 8 juin. La polygamie est un régime matrimonial où l'homme est lié à plusieurs conjointes, une pratique qui existe en Afrique depuis des siècles. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de la ville de Parakou donnent leurs opinions au micro de Constantine Arodinon et de Samuel Aguiar. Pour moi, la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. La polygamie, c'est le fait de prendre une, deux ou plusieurs femmes chez soi. La polygamie, c'est le fait qu'un homme ait 2 à plusieurs femmes. La polygamie, selon moi, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes, de marier plusieurs femmes. Les causes de la polygamie, je dirais plutôt, c'est d'abord, il y a d'abord le manque de confiance, de s'afficher devant l'officier d'état civil et de lui dire qu'on veut se marier. En dehors de ça, je crois qu'il y a aussi nos cultures. Donc c'est dans nos cultures africaines de prendre plus d'une femme. Et les femmes aussi reconnaissent cela depuis longtemps, jusque la modernisation fait que on doit se limiter à une femme selon la loi. Il y a d'autres qui avancent comme argument la religion, parce que bon, même le prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui, il a fait part de cela, mais lui il a fixé des conditions. Il dit que quand tu as les moyens de prendre une deuxième femme, fais-le, mais sans diminuer en rien les droits de la première femme. Chez certains, c'est parce qu'il a connu une déception par rapport au comportement de la première épouse. Pensant remédier à la situation, il cherche à se remarier de nouveau, croyant que c'est la solution. Mais ce n'est pas la solution. Parfois, ce sont des hommes qui recherchent plusieurs qualités et qui savent qu'ils ne vont pas retrouver toutes ces qualités en une seule femme et qui trouvent ces qualités chez plusieurs femmes et qui sont obligés de prendre plusieurs femmes. Il y a d'autres qui trouvent leur stabilité en plusieurs femmes. Lorsque nous nous approchons de nos parents qui ont souvent 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes, il y a certains qui disent par exemple que bon, c'est le comportement de la première femme qui a fait que j'ai pris la deuxième femme. Il y a d'autres qui disent que non, avec la première femme on n'arrivait pas à subvenir nos besoins. Voilà que j'ai trouvé une femme qui a une stabilité financière, donc je pousse cette dernière-là, afin qu'au moins dans le foyer, qu'il puisse avoir un peu de stabilité financière et tout. La polygamie a plusieurs conséquences. D'abord, surtout chez les enfants, qui auront un père qui n'est pas tout le temps présent, parce qu'il faut qu'il soit présent chez les autres femmes, les autres enfants. Donc, ce qui va l'obliger à ne pas être présent. Et moi, par exemple, je peux le dire que j'ai été victime. Parce que je suis né dans une famille polygame où, quand j'étais un enfant brillant, à l'époque où j'étais élève, mais lorsque mon papa était venu me prendre du village, il m'a fait rejoindre la famille où je me suis retrouvé avec ma marade. Mais les difficultés ont fait que j'ai perdu mon élan. Et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui où nous sommes. D'abord, en tant que juriste, je dirais que la polygamie n'est pas bonne si on doit respecter la loi. Mais
en tant qu'Africain, je ne trouve pas du mal à la polygamie. Et ici, le septentrion dans le nord, où vous connaissez déjà où l'islam a dominé, c'est la polygamie qui domine, qui a pris le dessus ici à Parakou. Ça peut arriver, Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me pousser à prendre une deuxième femme. D'abord, moi-même, je suis quelqu'un qui m'aime d'abord. Deuxièmement, j'aime trop bouffer la vie. Donc prendre une femme en charge et aller prendre encore une deuxième femme, là, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va décider de prendre une deuxième femme. Comme toute relation, il y a une base et le contrat, c'est moi seul. Moi, je ne souhaite jamais. Et d'abord, ma religion ne me permet pas, puisque je suis chrétien évangélique, l'enseignement de ma religion nous demande toujours de nous marier à une seule femme. Pourquoi? C'est parce que l'homme veut être plus intelligent que Dieu. Dieu qui connaît les choses, les futurs sait déjà ce qui va se passer. Mais quand même, il a créé une seule femme aux côtés d'Adam. Et il a bien dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et eux deux feront une seule chair. 1 plus 1 spirituellement, ça fait 1 chez Dieu. Mais 1 plus 1 physiquement ici, ça fait 2. C'est le contraire. Donc Dieu nous demande de nous marier à une seule femme. L'homme a une seule âme sœur qui demeurera toujours l'os de son os, la chair de sa chair jusqu'à l'éternité. Spiritualité dans cette édition, un initié au FA dans la tradition ne peut vivre ou ériger sa demeure dans n'importe quelle zone ou n'importe où. Le professeur du FA et président du CONASEB, David Aza, en donne les raisons au micro de Nasserine Fatoumbi et de Abdelkader Achiro. Lorsque, par exemple, on est initié au FA, lorsqu'on croit à la tradition, est-ce qu'il y a des zones qu'on ne doit pas habiter? Par exemple, il y a des gens qui ne doivent pas habiter peut-être là où il y a la plage, par exemple. Par exemple, un Sagouda qui habite la plage n'aura jamais la stabilité. Financière ou? Sur tout le plan. Parce qu'il dit, à Tinjor Huto, non gon konwelua. C'est-à-dire que l'arbre qui est né au bord de l'océan ne manque pas de dandiner. Donc, quelqu'un qui a Sagouda qui vit au bord de la plage n'aura jamais de stabilité. Même s'il a loué. Même s'il a loué, il n'aura pas de stabilité. Il aura tous les problèmes du monde. Ah, et donc, il peut peut-être quitter Fidjosé, va peut-être habiter il peut aller à Kassato et penser que c'est la même de la Kassato qui lui porte chance. Alors que c'est là où c'est son signe qui ne peut pas accepter qu'il vive au bord. Qui ne cautionne pas qu'il vive au bord de la plage. Donc, c'est le signe qui détermine. En dehors de ça, autres zones interdites. Il y a beaucoup il y a par exemple des gens qui doivent jamais vivre dans la brousse. C'est-à-dire? Le signe pour aider nos amis pour ne pas psychologiquement embêter parce qu'ils peuvent être traumatisés. Il y a des signes qui ne doivent pas habiter la brousse, il y a des signes qui ne doivent pas habiter et non mais quoi mais c'est-à-dire on les appelle les babagbeto. Là il y a beaucoup de monde. Non, là il y a beaucoup de monde, ils ne doivent pas vivre là, ils doivent vivre isolés. Ils ne doivent pas vivre en ville, c'est ça? Ils ne doivent pas vivre en ville, ils doivent vivre isolés. Et c'est dans cet isolement là qu'ils vont se réaliser. Ils peuvent être dans cet isolement et construire même des maisons à étages en pleine ville, sans pour autant l'habiter. Il y en a d'autres, à comme vous voyez, ils doivent vivre sur une terre rouge. S'ils vivent pas sur la terre rouge, ça va être compliqué pour eux. Mais il y a que le phare qui puisse permettre de déterminer. On peut avoir le phare, et si vous ne vivez pas dans l'environnement qu'il faut, vous aurez tout le problème du monde. Vous allez penser que le phare que vous avez pris, le phare n'est pas efficace, ou bien le Bokon a mal fait le phare. Le Bokon n'a pas mal fait le phare. Chaque individu a une zone qui lui est forcément dédiée. Le prêtre de Fa, David Kofi Aza, a également abordé les dispositions spirituelles à prendre avant d'ériger sa demeure. On l'écoute. Normalement, peut-être sur un coup de chance, on peut ne pas avoir de problème en achetant directement. Si dans l'impression avant d'acheter, il faut prélever le sable de la parcelle. Consulter là-dessus pour voir sur la base de quel thème du fond on peut acheter cette parcelle-là sans qu'il y ait de problème de conflit, tout ça demain. Le conflit domaniaux. Surtout. Maintenant, si la conversation est bonne, là, vous pouvez acheter la parcelle. Mais il y a des gens qui achètent sur un coup de tête et puis ça leur marche très bien parce qu'ils n'ont aucun problème. Ils sont très chanceux. Ils sont très chanceux. Donc, ils n'ont aucun problème. Donc, en principe, il faut déjà commencer par cette démarche-là. Et une fois vous avez la parcelle, pour pouvoir construire, il faut également consulter pour voir sur la base de quel thème je peux démarrer cette construction et aller à terme. On peut ne pas avoir tous les moyens
pour finir sa construction. Mais il vaut mieux prendre les dispositions et maintenant commencer par construire un peu jusqu'à ce que, même sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, on finit sa construction, on intègre. Mais avant tout ça là, il y a des terres qui sont des terres à problème. Pas parce qu'il y a conflit. Non. Mais il y a des énergies qui circulent sur certaines terres. C'est pour ça que même avant de démarrer une construction, quand vous allez consulter, le FA vous donne toutes les indications qu'il faut. Et là, après les de sacrifice, la première des choses à faire, c'est de désenvoûter le terrain. C'est-à-dire que de remettre cette portion de terre-là à neuf. C'est-à-dire qu'il y a des procédés rituels à effectuer sur le terrain d'abord. Pour détruire tout ce qu'il y a sur le terrain, bon comme mauvais, on détruit tout. Et lorsque la fondation est érigée, oui. Une fois la fondation est érigée, on finit le bâtiment. Et c'est quand le bâtiment est terminé, avant de l'intégrer, on procède également à une nouvelle purification. Pour purifier telles que les choses qu'on vient de dire là, les besoins que en temps les ouvriers, les maçons ont eu à faire sur les lieux. Donc, on purifie à nouveau les lieux et on barricade en quelque sorte. C'est comme on le dit chez nous en fond, et dans l'Ikweo. Donc, on implante des choses à l'intérieur de la maison, au niveau des entrées de la maison, pour protéger la maison d'abord contre les agressions étrangères, contre le vol, contre les affaires d'usage de la sorcellerie. On protège la maison contre les incitations négatives des divinités vers cet endroit-là, et également les imprécations, les miasmes, les scories. On protège la maison contre tout ça. Et une fois fait, quand on vit dans la maison, on vit sans aucune difficulté. Parce qu'il y a des fois où quand on ne prend pas ces dispositions-là, et qu'on intègre la maison, c'est que les mois qui suivent, on commence à avoir des difficultés, soit professionnelles, soit économiques et autres. On se dit, ben, depuis que j'ai intégré cette maison, mes affaires ont chuté, mon travail a pris un coup, j'ai tel souci. Ça dépend des vibrations de l'environnement au moment où vous intégrez. Passons à présent aux informations internationales. Dans cette édition, l'Allemagne a décidé de passer un accord avec le Niger pour le maintien provisoire de ses troupes sur place. En effet, le mandat couvrant la présence allemande au Niger avec la base de transport aérien près de Niamey arrivait à échéance ce 31 mai. Et faute de temps pour une solution durable, un accord intérimaire a été négocié, d'où d'ici le mois d'août prochain, des négociations entre Berlin et Niamey auront lieu et pour trouver un accord sur la durée. Informés des négociations, les parlementaires allemands qui suivent de près ces dossiers ne soutiennent pas à l'unanimité la décision du gouvernement allemand de rester au Niger. Google va investir, comme je l'annonçais en titre, 2 milliards de dollars US en Malaisie pour héberger le premier centre de données de cloud régional du groupe dans le pays. Le gouvernement malaisien l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué par le biais du ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie. Page sport dans cette édition, nouvel épisode du feuilleton Fecafoot, le ministère des Sports au Cameroun. Retour à la case de départ après les soubresauts de ces dernières 48 heures. Samuel Etofis, président de la Fédération camerounaise de football Fecafoot, a décidé de reconduire Marc Brice et le staff réaménagé. La légende de football a présenté ses excuses aux techniciens belges et a réaffirmé sa vision à la tête de la Fecafoot. On l'écoute. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats,
on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.